Ces derniers mois, VA+ a publié plusieurs vidéos sur ce qu'ils appellent le phénomène transgenre, la théorie du genre ou encore le délire transgenre. Et dans ces vidéos, il y a un propos global qui se dégage, on voit qu'elles ont toutes pour but de discréditer ce qu'ils appellent le phénomène transgenre. Et en tant que journalistes, ils ont tout à fait le droit de donner leurs opinions politiques. Sauf que toutes les informations qu'ils donnent dans leurs vidéos sont trompeuses ou juste carrément fausses. Et donc je vais essayer de vous montrer, étape par étape, qu'ils savent pas du tout de quoi ils parlent, et qu'au fond, ils s'en foutent de vous informer, leur but c'est simplement de vous servir leur soupe réactionnaire. On va commencer par une vidéo qui s'appelle « Les dessous du phénomène transgenre » qui a été écrite par Armelle de Marsac. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous conseille de le faire, vous comprendrez mieux ma critique, mais évidemment vous pouvez aussi vous épargner ça et retourner à une activité normale. Sa vidéo contient beaucoup trop d'erreurs et d'approximations pour que je m'arrête sur chacune d'entre elles, donc je vais simplement m'occuper des points les plus importants. En résumé, ce qu'il cherche à nous montrer dans sa vidéo, c'est que la démarche de transition des transgenres est vouée à l'échec, et que malgré tout, les chercheurs et les médecins, pour des raisons idéologiques, persistent à vouloir proposer ces transitions à des enfants de plus en plus jeunes. Et dans la première partie de sa vidéo, il essaye de nous montrer que cette démarche de transition repose sur une théorie qui est erronée, la théorie du genre. Et pour nous convaincre que la théorie du genre est erronée, voilà ce qu'il dit. John Money, cet Américain spécialiste de l'hermaphrodisme et enseignant à l'université Johns Hopkins, esquisse en 1955 les premiers traits de la théorie du genre. Il définit le genre comme un ensemble de comportements, de pratiques sociales que l'individu choisit d'adopter en dehors de son sexe de naissance. Si ces travaux resteront pendant 10 ans à l'état de théorie, des parents vont en 1966 lui donner l'occasion de les mettre en pratique. Ils ont 2 fils âgés de 8 mois, 2 jumeaux, Brian et Bruce. Lors de la circoncision de Bruce, l'opération a mal tourné et il s'est retrouvé avec le pénis brûlé. Le professeur Money décide de tirer parti de ce malheureux incident et donne aux parents des instructions bien précises. Désormais, Bruce s'appellera Brenda et il faudra l'éduquer comme une petite fille sans jamais lui révéler son sexe de naissance. Le but de l'expérience ? Prouver la véracité de la théorie du genre, à savoir que, premièrement, cohabitent dans un même individu 2 identités sexuelles, le sexe et le genre. Enfin, l'expérience cherche à prouver que notre identité sexuelle est une construction sociale. Les parents se prêtent au jeu et font opérer Bruce pour que lui soient retirés ses attributs masculins. Il est inscrit à l'école en tant que petite fille et prend un traitement hormonal. Pendant des années, la petite Brenda vit comme une petite fille normale et l'expérience conduite par le professeur semble fonctionner. Le sexe est bien une construction sociale. Malheureusement, une fois l'adolescence arrivée, la situation se complique. Brenda est attirée par les filles et sa voix devient beaucoup plus grave. Convaincue d'être lesbienne, elle rejette son traitement hormonal et demande à prendre de la testostérone. Et oui, souvenez-vous, les parents avaient l'interdiction de révéler à Brenda son véritable sexe. L'adolescente est donc convaincue, à ce moment précis, d'être lesbienne. Le couple Reimer est perdu. Il décide, pour aider son fils dans la tourmente, de lui avouer la vérité. Tu es un homme. Brenda redevient donc un homme, il prend de la testostérone, se fait retirer les seins et se fait reconstruire un pénis. À 24 ans, il se marie même avec une femme et commence donc sa vie d'adulte en paix avec lui-même. Malheureusement, l'expérience a laissé des blessures profondes chez les 2 jumeaux. Brian, qui n'avait pas été visé par l'expérience, se suicide en 2002 et son frère Bruce, transsexuel malgré lui, se suicide en 2004. Alors, quelle conclusion tirer de cette expérience? Tout d'abord, si l'on s'en tient aux faits, on constate que le sexe d'un individu a quelque chose d'inné. Bruce a été élevé comme une petite fille, traité aux hormones, et malgré tout, son sexe d'origine s'est révélé. Ces seuls faits rendent caduque la théorie du genre. Notre rôle d'homme ou de femme dans la société n'est pas seulement défini par notre apparence sexuelle, mais également par des ressorts plus profonds, invisibles. L'histoire qu'il raconte est correcte, à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est qu'il se sert de son histoire comme d'une preuve que la théorie du genre est fausse. Sauf que c'est quoi exactement la théorie du genre? Parce qu'habituellement, quand quelqu'un utilise l'expression « la théorie du genre », c'est pour désigner de manière un peu vague toutes les idées qui s'appuient sur l'idée qu'il existerait quelque chose qu'on appelle le genre, qui serait différent du sexe biologique et qui relèverait de l'identité personnelle, du comportement et des normes sociales. Or ici, de Marsac, il parle de la théorie du genre comme si c'était une théorie bien précise développée par John Money. Donc, que ça soit volontaire ou non, il nous embrouille là. C'est pas parce que la théorie de John Money est fausse que le genre n'existe pas. Actuellement, plus aucun chercheur en psychologie ne défend la théorie de John Money, pourtant ils utilisent encore le concept de genre. Vous trouvez peut-être que je chipote, mais je vais vous montrer qu'en fait la nuance est importante en vous présentant un nouveau protagoniste de l'histoire de David Reimer. Milton Diamond, c'est un professeur émérite d'anatomie et de biologie reproductive à l'université de Hawaï. Dans les années 60, il critiquait déjà publiquement la théorie de John Money, et en particulier l'hypothèse selon laquelle l'identité de genre développée par un enfant était déterminée essentiellement par son environnement social. Petit aparté, identité de genre, c'est simplement le terme qu'on utilise pour désigner le fait qu'une personne se sente homme ou femme. Personnellement, je me suis jamais tellement posé la question, mais je considère que je suis un homme et ça me convient, donc mon identité de genre est masculine. Mais si j'étais transgenre, j'aurais la sensation que mon identité profonde est celle d'une femme,
et j'aurai donc une identité de genre féminine, même si je suis biologiquement un homme. Et donc, pour John Money, l'identité de genre, c'est quelque chose qui s'apprend pendant la petite enfance. On te traite comme un garçon, tu apprends à te considérer toi-même comme un garçon. Alors que pour Milton Diamond, c'est la biologie qui est déterminante. Je vais vous lire un extrait d'interview de Diamond en 2001. Pour résumer, ce que disait John Money à ses débuts, c'était que, oui, il y a des facteurs biologiques à considérer, mais, au bout du compte, le plus important, c'est la manière dont l'individu est élevé. Donc, pour caricaturer, si vous mettez l'enfant dans une chambre bleue, il deviendra un garçon, si vous le mettez dans une chambre rose, il deviendra une fille. Ma réaction immédiate à cette thèse fut de penser qu'elle était simpliste. Je pensais que les humains étaient beaucoup plus compliqués qu'un simple produit de leur éducation. Je ne voyais pas de raison pour que les humains soient si différents des animaux. Nous sommes certainement influencés par la société et par nos penchants, mais nos inclinaisons les plus basiques, notre structure de base ou nos prédispositions, doivent venir de la biologie. Cette intuition lui venait en grande partie de ses propres expériences sur les animaux. Dans une de ces expériences, il avait administré de la testostérone à des bébés rats femelles pendant la période de gestation. Et le résultat, c'est qu'à la naissance, ces rats femelles se comportaient comme des mâles. Du coup, au début des années 70, lorsque John Money publie le récit du cas David Reimer, et qu'il utilise ce cas pour appuyer sa théorie, Diamond est sceptique. Si une différence hormonale suffisait à expliquer les différences de comportement entre les rats femelles et les rats mâles, pourquoi dans le cas des humains, ces différences relèveraient uniquement de l'expérience sociale ? Il veut donc vérifier les affirmations de John Money, et pendant plusieurs années, il tente de retrouver David Reimer sans vraiment connaître son identité. Et lorsqu'il y parvient finalement, il constate que ce dernier vit en tant qu'homme. Il révèle alors sa découverte, on est alors en 1997, dans un article scientifique qui porte un coup à la théorie de John Money et à sa réputation. Du coup, si, comme nous l'affirme de Marsac, la théorie du genre, c'est la théorie de John Money, alors Milton Diamond, c'est sans doute un des opposants les plus emblématiques de la théorie du genre. Alors du coup, regardons ce que Diamond a écrit depuis. Prenons un article au hasard. Il publie en 2002 un article dont le titre c'est « Le sexe et le genre sont différents, l'identité sexuelle et l'identité de genre sont différentes ». Je vais vous en lire quelques extraits, mais évidemment je vous encourage à le lire vous-même si ça vous intéresse. Connaître la génétique d'un enfant dans les cas où les organes génitaux sont ambigus est rarement utile pour prédire le genre de l'enfant. Le terme sexe est relatif à la structure anatomique, tandis que le genre est relatif à une condition sociale et psychologique, adoptée ou imposée. Expliquer la différence à des parents angoissés et à des médecins déconcertés occupe une grande part de mon temps. Les parents et la plupart des praticiens supposent que le genre peut être inféré à partir du sexe, mais cela n'est pas toujours le cas. De nombreuses différences sociales et culturelles dans les schémas de comportement associés au genre masculin et féminin sont aujourd'hui reconnues comme étant des constructions sociales. Être un homme a une signification différente dans une société occidentale technologique et dans une société africaine non technologique. Donc là, normalement, vous devriez commencer à voir quel est concrètement le problème quand on parle de la théorie du genre. En général, le terme est utilisé pour désigner toutes les idées et tous les travaux scientifiques qui supposent que le genre existe. Sauf qu'en réalité, tous les chercheurs qui travaillent sur le genre ne défendent pas la même théorie. Par exemple, Milton Diamond et John Money, ils n'ont pas du tout la même vision. Donc en fait, généralement, quand on parle de la théorie du genre, on désigne pas vraiment une théorie. D'un point de vue scientifique, la théorie du genre, ça veut rien dire. Il serait plus juste de dire qu'il existe plusieurs théories du genre en psychologie. Ce qui s'est passé, c'est que entre la fin des années 90 et le début des années 2000, ce concept de genre a été utilisé pour justifier des programmes, des lois, des objectifs de politique de genre qui pouvaient être la parité, la lutte contre les discriminations, la lutte contre les violences de genre, etc. Donc il y a ces transformations dans le champ du droit que ceux qui s'y opposent voient comme une conséquence de cette réception du concept de genre. Et donc ils disent, en fait, les lois sur la parité, la loi contre l'homophobie, la loi qui reconnaît les couples homosexuels, le mariage pour tous, etc., sont tous des conséquences de cette idée que le genre serait différent du sexe. Donc la théorie du genre, l'idéologie du genre, naît comme argument pour définir quelque chose qui est très varié et qui en fait va dans le sens de une intervention de l'être humain sur sa propre condition. Et donc voilà, c'est un argument en fait, la théorie du genre, qui permet de mettre tout ça ensemble, de faire une synthèse et aussi de dire c'est contre ça qu'on lutte. En utilisant l'expression la théorie du genre, on prend avec cette expression toute la vision qu'il y a derrière. Les chercheurs qui travaillent dans les études de genre n'utilisent pas l'expression « la théorie du genre » parce qu'il n'y a pas
une théorie. Il y a différents usages du concept de genre en fonction des disciplines, des épistémologies, des théories, des modèles théoriques, etc. Donc, lorsque l'on dit la théorie du genre, on est en train d'adopter la façon dont l'Église catholique définit le concept de genre, les études de genre, pour les contester. Sauf que de Marsac, il nous parle de la théorie du genre, comme si c'était une théorie bien précise développée par John Money. Et une fois qu'il a montré que la théorie de John Money était fausse, il considère que c'est bon, c'est fini, on peut arrêter de parler du genre. En fait, s'attaquer à la théorie du genre, c'est un tour de passe-passe qui lui permet de faire comme si le genre ça existait pas, ou comme si c'était un concept bidon, alors qu'en fait, il a pas de vrais arguments pour dire ça. Par exemple, il nous dit que l'identité de genre est déterminée par des facteurs biologiques, mais Milton Diamond, il est d'accord avec ça. Et d'ailleurs moi aussi. Ça remet pas en cause le fait que le genre existe, ni même le fait que ça soit une construction sociale en fait. Ah, et puisque de Marsac a cité un extrait de Jacques Balthazar afin d'appuyer son propos, je vais à mon tour vous en proposer un. On va parler de l'orientation sexuelle, qu'il faudra encore distinguer du rôle sexuel, Alors, voilà. qui est Troisième le dimension. rôle que vous jouez dans la société, c'est-à-dire qui fait la vaisselle, et qui fait le jardin, et qui lave la voiture. Alors ça, c'est des trucs qui sont strictement sociaux et des conventions culturelles. L'agriculture est une activité masculine en Europe occidentale, grosso modo, une activité féminine en Afrique. Donc ça prouve bien que ce n'est pas quelque chose qui est déterminé par la biologie, c'est quelque chose qui est déterminé par la société. Là, le rôle, c'est encore une couche qui est vraiment... C'est encore une couche, mais ça fait partie du genre, évidemment, Oui. et c'est quelque chose qui n'est pas biologique du tout, et on ne devrait pas en parler non plus ici. Bon, mais oublions un peu ces histoires de théorie du genre et de construction sociale, et revenons au point central. Est-ce que l'identité de genre est vraiment déterminée par des facteurs biologiques innés ? Eh ben encore une fois, c'est pas si clair que ça. Il serait assez imprudent de tirer des conclusions uniquement à partir du cas de David Reimer. Par contre, un moyen d'obtenir plus d'indices sur la manière dont se développe l'identité de genre, c'est de regarder du côté des personnes intersexes. Une personne intersexe, c'est une personne qui ne peut pas être classée comme mâle ou femelle, parce que ses caractéristiques physiques ne correspondent totalement ni à un sexe, ni à l'autre. Et ça rassemble des situations qui sont très diverses. Par exemple, il y a des personnes qui ont toutes les caractéristiques physiques apparentes de femmes, mais qui sont porteuses de chromosomes XY. On a aussi des personnes XX qui ont une apparence masculine, ou bien des personnes dont les organes génitaux sont ambigus à la naissance. Ce sont les personnes que de Marsac appelle Les hermaphrodites. Au passage, il dit encore un truc qui est complètement faux, ici. Un hermaphrodite, c'est un individu qui est né avec des attributs sexuels masculins et féminins. Heureusement pour l'individu, la nature est bien faite. Lors de la puberté, l'un des attributs prend le dessus sur l'autre et l'individu se définit sexuellement. C'est juste pas vrai parce que la plupart des personnes qui ont des organes génitaux ambigus les gardent toute leur vie à moins d'une intervention médicale, le plus souvent chirurgicale. Et assez souvent, cette opération elle a lieu juste après la naissance, à la décision des médecins et des parents. Les chirurgiens reconstruisent soit un pénis, soit un vagin, et l'enfant est ensuite élevé comme un garçon ou comme une fille, en fonction du sexe qui lui a été assigné. Et donc il y a des chercheurs qui ont essayé d'estimer quel pourcentage des personnes intersexes avaient une dysphorie de genre en fonction du sexe auquel ils avaient été assignés. Et les résultats confirment que l'identité de genre est bien influencée par des facteurs biologiques, mais pas seulement. Pour les intersexes atteints de CAH, 96% des personnes assignées femmes et 85% des personnes assignées hommes n'ont pas de dysphorie de genre. Ça veut dire que la majorité d'entre eux a adopté le genre qui leur était attribué, que ça soit homme ou femme. Et cette conclusion se retrouve plus ou moins chez d'autres catégories de personnes intersexes, sachant que toutes les catégories de personnes intersexes n'ont pas la même flexibilité, et que certaines ont l'air plus prédisposées à développer une identité de genre masculine, tandis que d'autres ont l'air plus prédisposées à une identité de genre féminine. Bref, c'est compliqué. C'est un bordel. Alors évidemment, on pourrait faire une objection en disant que les personnes intersexes ont des conditions biologiques particulières et que chez les personnes normales, la biologie est beaucoup plus déterminante. Mais la vérité, c'est simplement qu'il n'y a pas de consensus scientifique sur le sujet. Mais bon, puisque c'est une des choses que de Marsac défend, supposons pour simplifier que c'est bien la biologie qui détermine l'identité de genre et rien d'autre. Moi je veux bien, mais en quoi est-ce que ça remet en cause le principe des transitions ? Parce que c'est quand même le sujet de la vidéo. Il essaye de nous montrer que la transition, c'est pas une bonne solution. Et du coup, j'imagine qu'il préférerait que les trans se réconcilient avec leur sexe de naissance. Parce que si on veut soulager la dysphorie de genre, y a pas mille alternatives. Soit la personne doit changer son identité de genre pour la mettre en adéquation avec son sexe de naissance, soit elle doit transitionner. Sauf que si l'identité de genre dépend de facteurs biologiques innés, on peut pas décider de la changer. Et du coup, la seule alternative qui reste, c'est la transition. Donc en fait, de Marsac, il défend des idées qui sont complètement contradictoires. L'idée que l'identité de genre est déterminée par des causes biologiques plaide en faveur des transitions. Bon, mais malgré tout ce qu'on a dit, il se pourrait que les transitions ne soient pas efficaces. Il se pourrait que ça ne soulage pas la dysphorie de genre,
et il se pourrait que ça ne rende pas les trans plus heureux. Et d'ailleurs, c'est une des choses dont De Marsac essaye de nous convaincre. Alors déjà, selon lui, les transitions, ça peut pas marcher, à cause d'un concept bidon qu'il a appelé « l'être profond ». Comme l'échec de l'expérience du docteur Moni le montre, l'identité sexuelle ne se limite pas aux attributs extérieurs. Votre cerveau, votre structure osseuse et vos cellules, tout votre être profond est défini sexuellement. Il est donc impossible de changer de sexe, à moins de s'autodétruire complètement. Transplanter votre cerveau dans un autre corps ne suffirait pas, puisque même votre psyché est sexuée. Les personnes transsexuelles se battent donc dans un jeu perdu d'avance, puisque contrairement à ce qui leur est expliqué, leur sexe correspond bien à leur être. Bon, c'est quoi l'idée qu'il est en train de défendre là ? Est-ce qu'il est en train de dire qu'il faut que notre identité de genre soit en adéquation avec chacune de nos caractéristiques physiques, y compris les chromosomes ? Et que si c'est pas le cas, on va ressentir un mal-être qui va nous pousser au suicide, ou alors on va avoir une dysphorie de genre ? Bon, déjà, ça repose sur rien, il n'y a aucune preuve, mais surtout c'est encore contredit par les faits. De nouveau, on peut s'en rendre compte en regardant du côté des intersexes. Les personnes atteintes de CAIS sont des individus qui ont des chromosomes sexuels XY, mais dont les cellules sont insensibles à la testostérone. Autrement dit, ils produisent de la testostérone, mais elle n'a pas d'effet sur leur corps. Le résultat, c'est que malgré leurs chromosomes masculins, ces personnes développent une apparence féminine, et donc elles sont élevées comme des filles. Parfois la condition est détectée à la naissance, parfois à la puberté, mais dans tous les cas, le fait d'avoir des chromosomes XY n'a pas d'influence sur leur identité de genre. Elles continuent de se considérer comme des femmes, et n'ont pas de dysphorie de genre. Donc il n'y a pas de processus magique par lequel l'intérieur des cellules d'une personne viendrait entrer en conflit avec son identité. C'est n'importe quoi. Transplanter votre cerveau dans un autre corps ne suffirait pas, puisque même votre psyché est sexuée. Oui. Et si jamais les trans étaient juste des personnes dont le cerveau est sexué comme s'ils étaient du sexe opposé ? Et si c'était justement pour ça qu'ils étaient transgenres ? C'est pas une hypothèse que je viens de sortir de mon imagination. C'est une piste de recherche qui est sérieuse et prometteuse. Encore une fois, c'est dommage que De Marsac en ait jamais entendu parler. On constate, en règle générale, une amélioration de la santé psychologique de l'individu juste après l'opération, et c'est tout à fait normal. Si vous êtes convaincu d'être une femme née dans le corps d'un homme, la transition vous permettra, en théorie, de renouer avec votre identité profonde. Cependant, même une fois la transition effectuée, la situation psychologique de l'individu peut fortement se dégrader. Selon une étude réalisée en 2015, un transsexuel sur 3 a tenté de se suicider. Une autre étude affirme que les personnes trans sont 2 fois plus susceptibles de commettre une tentative de suicide que les personnes homosexuelles. Ah, là on a des chiffres, c'est du sérieux. Prenons quand même 2 minutes pour regarder d'où il les a tirés. Il a fait au moins un truc bien, De Marsac, c'est qu'il a mis ses sources dans la description de la vidéo. Et dans une de ces sources, on retrouve le fameux « un transsexuel sur 3 a tenté de se suicider ». On a une référence directement en dessous. Hop. Ensuite, on Google, et voilà. Donc on est sur le document d'où le chiffre a été tiré. Et en lisant, on se rend compte que le chiffre de 1 sur 3 a été obtenu lors d'une enquête sur des trans-canadiens de 14 à 18 ans. Donc déjà, il n'y a pas toutes les tranches d'âge qui sont représentées, mais surtout, la plupart des personnes interrogées n'étaient qu'au début de leur transition éventuelle. 80% d'entre eux n'a jamais pris d'hormones. Donc en fait, il est en train d'essayer de nous convaincre que les transitions ça marche pas, et pour ça il utilise un chiffre qui concerne des gens qui n'ont pas encore transitionné. C'est très très impressionnant. Pour le deuxième chiffre qu'il cite, je vous la fais plus courte, il vient d'une enquête menée au Nebraska, et dans cette enquête, les participants sont considérés comme trans s'ils répondent oui à la question « Est-ce que vous vous identifiez comme transgenre, transsexuel ou gender non-conforming ?» Autrement dit, on ne sait pas du tout qui a fait quoi en termes de transition. Ce qui fait qu'encore une fois, ça nous dit rien du tout, à part que les trans se suicident plus que le reste de la population, ce qui est un phénomène assez connu. Voilà, cette étude de 2017 qui est une revue de littérature, les personnes jeunes de la communauté LGBT ont une moins bonne qualité de soins due à la stigmatisation et au manque en fait de formation des personnes du corps médical. Une autre étude de 2010 aux États-Unis, les jeunes trans sont surreprésentés dans la population des SDF. La stigmatisation et la discrimination seraient des causes justement de pourquoi il y a plus de sans-abri chez les transgenres. Un employé sur 8 a été agressé physiquement par un collègue ou un client au cours de la dernière année. La moitié des personnes trans, 51%, ont caché leur identité au travail par peur de discrimination. Bref, si on veut déterminer l'effet des transitions sur les tendances suicidaires, il faut par exemple comparer le taux de suicide de personnes qui ont transitionné avec le taux de suicide de personnes qui n'ont pas transitionné. Là, il y aurait des biais possibles, mais au moins ça aurait du sens. Là, les chiffres que De Marsac nous donne, ils servent à rien. Et désolé, mais en argumentant comme ça, il montre juste qu'il connaît rien à ce dont il parle, et qu'il est nul en tant que journaliste. Parce que rien qu'en faisant quelques recherches sur Google sur l'effet des transitions, on trouve des choses beaucoup plus solides que tout ce qu'il a présenté jusqu'à maintenant.
Par exemple, moi je suis tombé assez vite sur le site de l'université de Cornell qui a réalisé une synthèse grand public sur les effets des transitions en se basant sur toutes les recherches existantes sur le sujet. Et leur conclusion, c'est que statistiquement, les transitions permettent une amélioration du bien-être, des relations sociales, de l'estime de soi, de l'anxiété, de la dépression, des tendances suicidaires et de l'usage des drogues. Ils notent aussi que les effets positifs ont tendance à augmenter à mesure que les techniques médicales et chirurgicales s'améliorent. Donc tout ça, c'est des résultats qui sont quand même encore assez incertains parce que l'étude du sujet est difficile, principalement parce qu'on manque de groupes contrôle et que les personnes trans sont rares, et que donc les études se basent sur des petits échantillons. Mais même si c'est incertain, c'est sans doute les meilleures informations dont on dispose actuellement. Et donc pourquoi de Marsac n'en parle pas ? Soit il est malhonnête, soit il n'a pas vraiment cherché. Et je me permets d'anticiper une remarque puisque je pense que certaines personnes vont me dire « Oui, mais les chercheurs qui ont réalisé ces études ou les chercheurs qui ont réalisé la synthèse, en fait, c'est des chercheurs militants de la cause transgenre, ils sont biaisés. » Et en vrai, c'est pas impossible, mais si c'est ce que vous pensez, envisagez quand même que si vous paraissent biaisés et partisans, c'est peut-être juste parce que leurs conclusions sont différentes des vôtres. Et en tant qu'experts, ils savent probablement des choses que vous ne savez pas. D'ailleurs, si vous saviez ce qu'ils savent, peut-être que vous penseriez comme eux. Et tant qu'on en est au sujet des chercheurs militants, c'est sûrement le moment de s'attaquer à la pire partie de la vidéo. Les chercheurs préconisaient outre-Atlantique un début des traitements à 13 ans. Mais ils ont constaté que même traités à cet âge, les sujets développaient des troubles psychologiques. Ils militent maintenant pour un abaissement de l'âge minimum pour le début des traitements à 8 ans. Un âge auquel l'individu est loin d'avoir le recul suffisant pour appréhender les conséquences de ses choix. Si le contraire est vrai, dans ce cas, abaissons la majorité sexuelle en conséquence. Les scientifiques les plus militants se sont lancés dans une véritable fuite en avant. Il faut abaisser toujours davantage l'âge de traitement. Or, changer de sexe est impossible. Si l'expérience a échoué il y a 60 ans malgré un sujet idéal brousse, pourquoi réussirait-elle aujourd'hui ? Nous n'avons pas suffisamment de recul sur les conséquences psychologiques des transitions d'enfants en bas âge. Donner cette option à un enfant ou un adolescent en difficulté, c'est de fait le pousser dans une impasse biologique dont il ne sortira pas sans peine. Mais ce qui risque d'aggraver davantage la situation, c'est l'irréversibilité de la transition. Dans le cas d'une chirurgie génitale, l'individu perd son sexe et devient stérile à vie. Anodin en apparence, les traitements hormonaux ont eux aussi des effets destructeurs. S'ils sont pris avant la maturité des organes génitaux, ils les rendent inopérants à vie. Bon là, je sais pas si c'est volontaire ou non, mais la manière dont il présente les choses est carrément trompeuse. Quand il nous dit que des chercheurs militent pour qu'on réalise des traitements sur des enfants de 8 ans, vu qu'il vient de nous parler juste avant de chirurgie et d'hormones, on a vite fait de s'imaginer par exemple que les chercheurs militent pour qu'on donne des hormones à des enfants de 8 ans. Et d'une manière générale, ce qu'il essaye de nous faire comprendre là, c'est que les chercheurs qui préconisent ces traitements jouent les apprentis sorciers. L'idéologie les a rendus irresponsables. Bon évidemment, il n'y a pas de source, c'est balancé comme ça, on est censé le croire sur parole, il nous dit pas précisément de quel chercheur il parle, il nous dit pas précisément quel traitement il préconise à l'âge de 8 ans, on sait pas. Et comme j'ai pas une énorme confiance en Armel de Marsac, j'ai décidé de faire mes propres recherches de mon côté pour comparer ce que lui disait et ce que moi je trouvais. Résultat, la réalité ne correspond pas du tout à l'image qu'il veut en donner. Déjà, j'ai trouvé aucun médecin ni aucune association qui militerait pour qu'on applique des traitements irréversibles à des enfants de 8 ans. Il existe peut-être des gens pour dire ça, mais moi je les ai pas trouvés. Et si c'est des marginaux que personne n'écoute, c'est pas très intéressant. Ce qui nous intéresse, c'est les idées qui sont vraiment influentes, celles qui pourraient avoir un impact dans le futur. Et à ce niveau-là, j'ai trouvé quelque chose d'intéressant. J'ai trouvé les recommandations de la WPATH, c'est-à-dire l'Association mondiale des professionnels pour la santé des transgenres. C'est sans doute l'association la plus importante dans son domaine, en particulier aux États-Unis. Encore une fois, je vous encourage à y jeter un coup d'œil vous-même parce que c'est très instructif, et comme ça vous pourrez juger vous-même de la différence qu'il y a entre ce que de Marsac raconte et ce que recommandent vraiment les terribles chercheurs militants. Déjà, évidemment, le document ne recommande pas de donner des hormones ou de faire de la chirurgie sur des enfants prépubères. En fait, ils disent bien que l'identité de genre peut changer à l'adolescence. Du coup, ce qu'ils conseillent, c'est d'attendre l'âge approximatif de 16 ans avant de commencer tout traitement qui serait partiellement irréversible, notamment les hormones. Le but, c'est de s'assurer que l'identité de genre est stabilisée et ne va pas changer par la suite. Sauf que la puberté provoque des transformations physiques qui peuvent être très mal vécues et qui rendent une éventuelle transition future plus compliquée. Du coup, ce qu'ils recommandent, c'est de gagner du temps en utilisant des bloqueurs de puberté, c'est-à-dire des médicaments qui mettent la puberté en pause. Le principal avantage des bloqueurs de puberté, c'est qu'ils sont réversibles. Quand on arrête de les prendre, la puberté redémarre. Du coup, ils permettent de gagner quelques années avant de prendre une décision. Si l'adolescent se réconcilie avec son sexe de naissance, il pourra faire sa puberté en retard, sinon il pourra changer d'apparence beaucoup plus facilement pendant sa transition. Ce qui veut dire qu'il aura besoin de faire moins d'opérations chirurgicales et qu'il aura une apparence qui correspond beaucoup plus au genre auquel il s'identifie que s'il n'avait pas bloqué sa puberté. Du coup, est-ce que les chercheurs militent pour abaisser l'âge des traitements à 8 ans ?
Si l'enfant commence sa puberté très tôt, il est possible qu'on lui donne des bloqueurs de puberté, à l'âge où il commence sa puberté, et ça peut très bien être à l'âge de 8 ans. Mais c'est justement parce qu'on pense qu'il n'est pas encore capable de faire un choix définitif, et qu'on essaye de gagner du temps. Évidemment, on peut débattre pour savoir si ce traitement c'est la meilleure solution pour les enfants qui sont atteints de dysphorie de genre, mais pour ça il faut être formé en psychologie et s'être penché sur la question. C'est une question médicale, c'est pas de Marsac, ni à moi, ni à vous de donner son opinion. Bon, par contre, un truc que j'aurais aimé trouver mais que j'ai pas trouvé, c'est un document officiel qui établirait des directives pour la prise en charge des mineurs transgenres en France. Et si vous avez connaissance de ce type de choses, ça m'intéresse. Cela dit, les articles de presse que j'ai trouvés sur le sujet laissent penser que la France s'aligne petit à petit sur les États-Unis, et donc sur les recommandations que je vous ai citées. Voilà, j'en ai fini. Merci d'avoir écouté jusque-là si vous l'avez fait. Ma critique est sans doute pas parfaite, c'est un sujet qui est hyper compliqué, qui a plein de facettes, mais j'espère au moins que je vous ai convaincu que justement c'est un sujet qui est compliqué, et que la vision simpliste que présente de Marsac correspond pas du tout à la réalité en fait. Dans une prochaine vidéo, on s'intéressera à la question des détransitions et comment VA+ le présente et pourquoi c'est faux, et si ça t'intéresse, abonne-toi.